Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, dans cette séquence, comme vous avez pu le remarquer, on va laisser la parole aux élèves de l'ENS dans le but de vous montrer en fait comment concrètement, chaque jour, il y a des élèves de l'école qui s'investissent pour le développement durable. Donc le format, ça va être des présentations de 10, 15, 20 minutes où en fait, pour chaque présentation, il va y avoir un moment où il y aura un partage d'expérience et un moment où il y aura des questions-réponses. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à Monsieur Saouji Ilyes, qui va nous faire part de son expérience. Qui va nous faire part de son expérience dans l'association La Fève. Et voilà, j'en dis pas plus. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un peu La Fève. Donc, cette action, elle s'inscrit dans le développement durable parce que vous le verrez dans ces 2 jours. Développement durable, c'est pas seulement l'écologie, sauver la planète, etc. C'est un concept un peu plus large. Et là, c'est dans le pôle social donc, du développement durable que j'ai réalisé cette action. La Fève, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le présenter. Moi, j'ai toujours été sensible donc, aux questions un peu d'inégalité scolaire. Je vous passe un peu les classements PISA, les analyses de Bourdieu, etc. C'est que l'école française, elle est extrêmement inégalitaire envers les jeunes, surtout de certains quartiers défavorisés. Et donc, je me suis posé la question, à un moment donné, qu'est-ce que je pouvais faire, justement, moi, à mon petit niveau, très modestement, pour lutter contre ces inégalités. Et donc, je suis parti un peu sur Internet, chercher un peu quelle association, ce que je pourrais faire. Et je suis tombé donc sur ce genre d'affiches. Peut-être que vous les avez vues déjà. Donc, la FEV, c'est l'association Fondation étudiante pour la ville. Et ce qu'elle propose, donc, c'est à des étudiants, comme vous et moi, de s'engager 2 heures par semaine, ou moins ou plus, en fonction, pour aider un jeune. Donc, comment ça marche concrètement à la FEV? On y va, on a 2 réunions en général, et hop, on est lancé sur le terrain. Donc, sur le terrain de l'action concrète, pour aider justement ce jeune. Donc, ça peut être des jeunes qui sont sélectionnés parce qu'ils ont des qualités, des compétences. Ça peut être des jeunes qui sont sélectionnés parce qu'ils sont juste demandeurs, ou ça peut être des jeunes qui sont sélectionnés parce que les professeurs pensent que ça peut être utile justement ce type d'approche pour les aider. Donc l'action concrète, au début quand on commence de l'action, on n'en sait rien du tout. On a 2 réunions et hop, on est sur le terrain. Et donc premier, je dirais, pôle d'intervention, c'est la méthodologie. Donc on va voir le jeune. Et c'est pas de l'aide de devoir. Ce qu'il faut se penser, c'est que quand on est 2 heures avec ce jeune-là, c'est pas de l'aide de devoir. On en a fait quelques-uns, un petit peu, mais c'est vraiment pas l'intérêt majeur de là. Et c'est plutôt méthodologie. Donc c'est des choses toutes bêtes pour ces jeunes-là qui n'ont jamais vraiment révisé contrôle. Comment on fait une fiche, comment on révise un contrôle, comment on apprend son cours, qu'est-ce que les profs au final attendent réellement. Donc on peut les aider sur ces plans-là, on fait des petites séances, etc. Mais c'est vraiment pas l'aspect majeur. Deuxième pôle, c'est l'orientation. Et donc, je pense que l'un des... Ouf. Mais on s'entend pas bien. Ah oui, donc... L'un des pôles... Donc sur l'orientation, l'idée, c'est que on les aide à s'orienter. Et on les aide aussi à briser un peu ces prisons qu'ils ont un peu dans leur tête, de dire qu'ils vont choisir une orientation par défaut. Je vais choisir bac professionnel parce que je peux faire que ça. Ou je vais choisir... de faire, je sais pas, BEP boulangerie parce que je peux faire que ça. Et donc l'idée, c'est pas forcément de les amener vers des filières dites d'excellence, mais de leur dire que s'ils ont les moyens, s'ils se donnent les moyens, ils peuvent réussir ce qu'ils ont envie de faire. Et donc ça passe là par des choses toutes bêtes, aller voir sur les sites d'orientation comment on fait, rencontrer des gens qui parlent de leur métier. Par exemple, moi j'avais un jeune qui s'appelait Animan, et lui, une de ses idées, c'était de faire policier. Donc simplement, j'ai appelé le commissariat et je voulais voir si on pouvait faire justement une rencontre avec des policiers pour qu'ils parlent de leur métier. Et on a fait ça, donc on a présenté d'abord, on s'est d'abord fait une séance où on a prévu des questions qu'on allait poser, et ensuite on a fait cette action-là. Et donc l'objectif justement, c'est qu'ils dépassent cette barrière symbolique, donc de l'accès à l'orientation. Et la troisième barrière symbolique qui me semble importante à dépasser, donc avec cette action, c'est la découverte culturelle. C'est peut-être l'enjeu majeur ici, c'est que ces jeunes-là, ils n'ont pas un rapport heureux à la culture scolaire, ou en tout cas à la culture des classes, en tout cas à la culture légitime, et c'est peut-être les amener un peu vers cette culture. Donc c'est des choses toutes simples, les amener au cinéma, pour certains ils n'ont jamais été, les amener peut-être des activités plus fun, le karting, ou les amener tout simplement à la bibliothèque. Et pour eux, la bibliothèque c'est déjà un énorme pas pour eux.
Et donc là, une petite anecdote un peu intéressante et qui montre un peu l'enjeu du problème, donc dans ces quartiers REP, REP+, etc. C'est que bon, mon jeune, j'avais fait toute une présentation pour qu'il justement on aille à la bibliothèque. Donc la bibliothèque était assez ouverte, elle avait fait une exposition sur le rap, etc. Donc on est arrivé par là. Et donc il y va, il s'y plaît, on découvre, il fait même une carte bibliothèque et il récupère des BD, donc il en emprunte et en retour, donc il est content. Et au retour, il croise un de ses copains de classe, donc du collège. Et premier réflexe qu'il a, donc pour bien montrer cette barrière, c'est qu'il cache les BD. Parce que c'est un peu honteux justement d'aller à la bibliothèque et de lire. Et son copain, donc malgré le fait qu'il le cache, il voit les BD et il lui dit, c'est très trivial, ah t'es parti à la bibliothèque, t'es un bolos. Ça peut sembler ridicule pour nous, mais pour eux c'est monstrueux parce que là je savais que tout ce que j'avais fait ça servait plus à rien. Parce qu'à partir du moment où son copain lui a dit que c'était un bolos parce qu'il était à la bibliothèque, il n'irait plus. Et donc, justement, pour moi, c'est ça l'enjeu de cette association. Donc, pour résumer rapidement donc, le bilan de l'association, l'intérêt justement de s'engager, c'est de construire justement une relation avec un jeune. Et c'est une relation assez intéressante puisqu'on le voit 2 heures par semaine, toutes les semaines. Et au bout d'un moment de l'année, on devient quand même un autrui significatif pour lui. Et en ce sens, ça nous aide tous les deux. Et le deuxième intérêt, c'est très modestement donc apporter un peu sa petite pierre à l'édifice de la démocratisation et donc sans forcément croire qu'on va tout changer, ça peut être utile. Et je dirais un problème, c'est à la fin de ça, c'est un sentiment d'inachevé au sens où on va pas vraiment tout changer. Et la dernière anecdote que je vous ai racontée, elle est assez intéressante sur ça, c'est qu'au final, c'est pas nous qui allons tout changer. Merci. Et donc j'aimerais bien finir donc, en ouverture avec un peu le parcours excellence que Rosanne met en place et qui ressemble un peu à ça, sauf que le parcours excellence c'est un bien moins gros investissement et deuxièmement ça s'adresse uniquement à des élèves sélectionnés sur leurs résultats scolaires par rapport à la FEV qui s'adressait à tout le monde. Et donc c'était juste pour vous inviter donc, à vous engager si vous sentez l'utilité et si vous sentez l'envie de le faire. Merci. Merci Lise pour le temps que tu as pris du coup. Merci. Ok. Si vous êtes intéressé par l'association, il y a le lien de la page Facebook et du site internet. C'est une association qui a besoin d'énormément de bénévoles, donc si vous êtes intéressé ou que vous connaissez des personnes qui peuvent être susceptibles de l'être, ben, n'hésitez pas à faire tourner l'info. Voilà. Alors, la deuxième présentation, ça va être celle de Mathias, qui est un élève dans le département mécatronique et que vous devez sûrement connaître puisque vous avez participé à financer son projet en Afrique avec les calendriers solidaires. Et du coup, il est en Afrique, donc il n'a pas pu venir et il a décidé de vous parler de son projet. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathias Heinrich, je suis élève au département mécatronique et cette année je suis en césure au Burkina Faso où je participe à un projet de développement. Je tiens à remercier le comité d'organisation et en particulier Caroline Bourg pour l'organisation de ce temps de parole. Alors pour tout vous dire, quand Caroline m'a proposé de participer, je me suis demandé un peu ce que je pouvais apporter à ce temps de réflexion. Vous avez déjà entendu des experts, des chercheurs, des juristes de tous les domaines, beaucoup de domaines qui vous ont parlé de questions de développement durable. Néanmoins, mon intention n'est pas de faire quelque chose de similaire, mais plutôt de vous illustrer une problématique de développement durable très concrète, à savoir l'accès à l'eau potable en Afrique. Un deuxième objectif, ce sera éventuellement d'attiser votre curiosité. Les 10 minutes sont assez courtes, je serai ravi de poursuivre la discussion si vous le souhaitez, par mail, téléphone, après cet entretien. Donc, mon projet, quel est-il ? L'idée que j'avais à l'école, donc dès ma première année, mais que j'ai continué encore à entretenir, c'était que j'avais envie de faire une année off après mon agrégation pour mettre mon temps, mes compétences au service d'un projet d'aide. Et le cadre que j'avais, qui est finalement très large, ça a permis de monter avec Simon Meunier, qui est un thésard à Paris, un projet d'installation de pompes solaires en Afrique, au Burkina Faso. Simon, lui, il fait une thèse croisée génie électrique et sciences économiques et sociales entre Paris et Londres.
l'Université Paris-Saclay et l'Imperial College à Londres. Et son objectif, c'est de caractériser l'impact de des pompes solaires sur les communautés rurales en Afrique. Donc il y en a peut-être certains qui ne sont pas au fait des installations de pompage solaire. Donc en quoi consiste une installation de pompage? Eh bien, pour avoir accès à l'eau potable, il faut chercher l'eau qui est dans les couches, non pas superficielles ou terre, mais dans les couches rocheuses. Donc dans les régions où je suis, nous avons fait un forage de 56 mètres. Ces trous-là, c'est des trous d'une quinzaine de centimètres. Les trous peuvent aller ensuite à environ 50, 60, même 100 mètres de profondeur dans le Sahel. Et lorsqu'on trouve l'eau, on peut immerger une pompe électrique. On l'alimente avec des panneaux solaires, ce qui fait que pendant la journée, lorsqu'il y a du soleil, l'eau est remontée par la pompe dans un château d'eau. Ce château d'eau-là, il nous fait 10 mètres cubes pour le quartier, situé à 7 mètres de haut, et les habitants peuvent ensuite récupérer l'eau qui est située dans le château d'eau à un point qu'on appelle la borne fontaine, où il y a 3 robinets. Alors, qui travaille avec moi pour réaliser cette installation dans le village? Donc, je ne travaille de loin pas tout seul. Simon travaille avec moi. Mais il y a bien sûr aussi Loïc Keval et Judith Cherny qui sont les encadrants de thèse de Simon qui ont participé. Aruna Darga, c'est un enseignant-chercheur qui travaille dans le même laboratoire que Simon. Mais il a aussi l'avantage d'être burkinabé et de posséder une entreprise de pompage solaire au Burkina. C'est lui qui est un peu la clé de voûte et qui nous a permis d'avoir l'entreprise qui réalisera le chantier. Enfin, Basile Darga est quant à lui directeur d'une association française qui est implanté au Burkina, donc c'est le président de l'antenne locale, il est burkinabé aussi, et il nous a permis d'avoir un contact avec un village qui avait un besoin d'une telle installation. Donc le projet, quelles sont ces différentes étapes? On l'a pensé en mars dernier, on a pu en été faire la recherche de fonds par crowdfunding sur KissKissBankBank. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier très chaleureusement pour votre participation. Vous avez tous été des clés qui nous ont permis de réunir plus de 17 000 euros. Ces fonds ont permis en septembre de lancer le chantier, avec une recherche d'un site de forage avec les géophysiciens. Il y a aussi un sourcier du village qui est venu. Et ensuite de réaliser les travaux de génie civil, dont je vous montre quelques photos ici. En préliminaire du chantier, j'avais aussi réalisé pour l'aspect recherche, donc le projet que nous menons, il y a quand même 2 aspects. Il y a un aspect clairement développement, c'est ce que je voulais faire, un projet de développement d'un village en Afrique où nous installons une installation de pompage qui permet d'avoir un accès durable à l'eau potable. De l'autre part, il y a l'intérêt de Simon qui est de caractériser les impacts de cette pompe, c'est l'aspect recherche du projet. Pour l'aspect recherche, nous avons notamment fait un état des lieux sanitaire, économique, social du village en réalisant des enquêtes. Ces enquêtes, donc c'était en fait 90 entretiens avec des familles, notamment, enfin, sur des questions notamment de culture, donc quels sont les types de cultures réalisées, quelles étaient les personnes malades dans le foyer, quelles sont les ressources économiques, des questions de ce genre-là qui nous permettent à nous de mieux comprendre les modes de vie là-bas. Le chantier a lui progressé jusqu'à dimanche. Dimanche, la majorité des installations, enfin toute l'installation était fonctionnelle, nous étions en train de poser le grillage. Donc l'eau coule à présent au robinet. Mais vous me direz, le développement durable dans tout ça, c'est une bonne question. Pour moi, le développement durable, c'est une invention très récente qui est finalement assez vague. Suivant la personne que vous écoutez, vous n'aurez pas du tout le même regard. Certains diront que notre projet n'est pas du tout durable. Moi je trouve que le développement durable, ça a l'avantage de ne pas donner, l'inconvénient de ne pas donner un mode précis, un mode d'emploi, mais ça laisse la liberté de fixer soi-même des principes en vue d'un objectif de durabilité. Dans notre cas, parler de développement durable, ça signifiait se fixer ces principes-là. Donc, pour nous, la pompe devait satisfaire les besoins en eau potable durablement. Elle devait être entretenue par les usagers et pour les usagers. Elle devait reposer sur un modèle économique soutenable. Elle devait être sobre en consommation de ressources et être bonne pour la santé des habitants et de l'environnement autour. À partir de ces principes-là, il est plus facile de fixer des actions qu'on peut mettre en pratique pour s'engager sur un chemin de durabilité, je dirais. Donc, quelques exemples. Nous avons choisi de dimensionner la pompe, non pas à l'aide de chiffres fournis par la population, sur la population par la mairie.
On a réalisé vraiment des questionnaires pour recenser le nombre, chiffrer les besoins en eau au cours de la journée, tracer la courbe de charge. Le village, lui, a été choisi par une association qui savait que ce village avait besoin et qu'il était motivé puisqu'il avait déjà commencé à épargner pour avoir un forage. On a aussi vérifié que l'amortissement, les coûts d'entretien étaient soutenables par les habitants. Nous avons aussi fait un effort pour que les habitants soient réellement intégrés au chantier, qu'ils soient au courant des différentes étapes, qu'ils se sentent impliqués et qu'ils puissent s'approprier ensuite à la fin du projet cette pompe. Pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe là-bas, je vous propose une petite immersion dans le village pour me permettre de mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Le village de Gogma, c'est 1200 habitants qui vivent dans la région centre-est du Burkina. C'est un village rural. Ils vivent dans des concessions. Les concessions, c'est une dizaine, quinzaine, vingtaine de maisons qui sont cernées par des champs. Donc tous là-bas vivent des récoltes. Ils cultivent le mil, le sorgho, le riz, les arachides, encore d'autres, pendant la saison humide. Et pendant la saison sèche, ceux qui ont la chance d'avoir accès à l'eau, donc que ce soit un puits, une rivière, un barrage, ils peuvent cultiver des oignons, des choux, faire un peu de maraîchage et d'élevage, ce qui permet in fine d'avoir quelques revenus en revendant cela au marché de Garambou, ce qui est la ville la plus proche. La vie est très dure là-bas, évidemment il n'y a pas d'électricité à part quelques rares panneaux solaires, donc pas de frigo, pas de ventilateur, donc la chaleur il prend toute son importance. À cela s'ajoute le manque cruel d'eau, particulièrement en saison sèche, et l'eau potable est en petite accessibilité. Le village possède quelques forages qui sont dotés de pompes manuelles qui permettent à certains villageois d'avoir accès à une bonne eau potable. Néanmoins, l'accès à l'eau potable, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué que juste mettre un forage à côté d'une maison. Quand vous mettez un forage, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte pour que les gens y aillent. C'est la qualité de l'eau, la distance de la source, la pénibilité d'extraction, le temps d'attente. Et c'est intéressant, dans les questionnaires, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de femmes, vu qu'elles supportent la charge des travaux domestiques, les enfants, en plus de leur travail au champ, les femmes, bien souvent, c'est elles qui sont responsables de la charge d'eau, elles font bien souvent quand même le choix de chercher l'eau dans les puits, non pas par ignorance, elles savent très bien que l'eau est moins bonne dans les puits et qu'il y a plus de chances de tomber malade, mais simplement parce que c'est trop. Physiquement, marcher 200 mètres de plus, attendre 1 heure ou 2 pour avoir à la queue parce que toutes les femmes cherchent l'eau en même temps, ça rend la pénibilité bien trop importante. Donc ça, c'est la problématique d'accès à l'eau, c'est une des problématiques, il y en a quand même beaucoup d'autres. Le Burkina, c'est quand même un pays largement sous-développé, 183e sur 187 en termes d'IDH. J'ai pu vivre là-bas beaucoup de situations problématiques qui peuvent en fait faire baisser les bras ou je tombe triste, mais moi je pense qu'il y a vraiment eu des gros progrès qui ont déjà été faits et qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc quelques domaines par exemple où il y a du travail en matière de protection de l'environnement, des déchets qui sont par exemple jetés par terre, disséminés dans la rue, brûlés, sans système de collecte. Il y en avait un, il s'est arrêté, donc les gens continuent maintenant à amener les déchets en pleine rue. Donc la formation a marché, maintenant il manque les moyens pour continuer. En matière de maraîchage, il y a très peu de formation. J'ai vu des agriculteurs arroser en plein midi, et tous utilisent des engrais, des pesticides, j'ai vu des gens utiliser du DDT. En matière de gouvernance aussi, j'étais choqué de voir que la corruption était à tous les niveaux. Donc que ce soit l'employé de mairie qui va prendre un petit billet pour gérer votre dossier, et que ça peut aussi être le maire qui peut être payé par un autre parti politique. Les gouvernants eux-mêmes, les ministres, pèsent sur eux des soupçons de corruption. Aussi, en matière d'économie, les gens sont du coup méfiants par rapport à l'État. Donc les gens ne veulent pas payer leurs impôts, ce qui rend l'État encore plus faible qu'avant. En plus, s'ajoute ça le vol dans les caisses. En matière de prêts, il y a très peu d'accès à la ressource bancaire, donc pas de possibilité d'investissement. Néanmoins, j'aimerais quand même souligner que dans le domaine de l'éducation, depuis 40 ans, il y a quand même un chemin qui est énorme qui a été fait. Quand j'ai fait les questionnaires, je me suis rendu compte que plus de 80% des enfants quand même étaient à l'école, alors que leurs parents, aucun n'y était. Donc ils apprennent à lire, à écrire, à compter. Mais les défis maintenant sont radicalement différents, c'est pour ça que les enseignants sont en grève depuis 1 mois et demi là-bas, actuellement. Il y a plus de 100 élèves par classe, il n'y a pas assez de matériel pédagogique. Former des élèves c'est très bien, mais en fin de collège, en fin de lycée, quel débouché? Il faut pouvoir former des gens à des métiers où ils trouveront du travail.
Mais c'est quelque chose qui est quand même très en changement. Pour ma part, je suis très satisfait de mon expérience à Gogma. Ça fait maintenant 4 mois que j'y suis. Je peux comprendre un peu leur mode de vie, réfléchir autrement, relativiser aussi la notion de pauvreté. J'ai fait aussi évoluer un peu ma conception du développement durable. Chez nous, c'est quand même beaucoup teinté une grosse confusion développement durable, écologie, greenwashing. Ici, en fait, le développement durable, c'est une nécessité. Chez nous, on dit développement durable à outrance. Ici, il y a beaucoup de sens. Faire du développement durable ici, c'est vraiment adopter une réflexion sur quelles sont les actions, quels sont les impacts quels sont les liens entre les impacts et les actions qui seront menées. Je ne crois pas à la bonne solution, la solution parfaite. Notre projet qu'on a mené, il est très imparfait, il y a plein d'erreurs, je peux vous en citer. En revanche, je crois qu'on peut arrêter d'être naïf sur les impacts. Il y a beaucoup de méthodes qui permettent de prévoir les impacts. Et si on se pose bien en amont d'un projet, il n'y a aucune honte à avoir à assumer les impacts. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est un peu court, c'est un exercice pas facile de limiter en temps. Maintenant, on va essayer de faire un petit moment de questions. Et si vous voulez discuter plus en amont, je serais ravi de le faire. Il y a énormément d'anecdotes, de sujets que je serais ravi de partager avec vous, mais le temps étant limité. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à tout de suite, j'espère. Merci. Bon, si vous avez des questions à lui poser, vous allez sur la page Facebook et puis vous le contactez. Vous le contacterez. Voilà. Ok. Bon, je suis désolée, du coup, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Pour la troisième présentation, du coup, on va faire venir 2 premières années au sein du département DEM, que vous devez sûrement connaître. Donc, Luna et Sarah, venez. Bonjour. Alors nous, on vient du GENEPI. C'est une vieille asso qui a été créée en 1976. Et en fait, à l'origine, ça voulait dire Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Donc le but, c'était d'aller dans les prisons et de délivrer un enseignement, du soutien aux personnes détenues. C'est vraiment un projet qu'on a complètement abandonné aujourd'hui parce qu'on est plus sur justement, comme se définit le GENEPI dans son objet statutaire, c'est une association qui œuvre en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et les bénévoles. Donc le but, c'est vraiment de créer un lien entre les personnes détenues à l'intérieur de l'institution carcérale et l'extérieur, les familles, les bénévoles, les militants, etc. Donc en fait, voilà, on a 3 pôles d'action. Donc il y a le premier qui est plutôt l'intervention en détention. Donc dans ce cas-là, il va s'agir par exemple de mener des ateliers d'écriture ou de mener par exemple des projets pour mettre en œuvre des expositions de peinture ou de choses comme ça, de photographie, qui ensuite pourront être exposées. On tient aussi 2 chaînes de radio, 2 émissions, enfin pas des chaînes, mais on a 2 émissions. Donc il y en a une qui se tient de manière trimestrielle et qui s'appelle Fouille à nu. Et la seconde, c'est 94 degrés à l'ombre. Et donc celle-ci, on la connaît plutôt bien parce qu'on y va les dimanches. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu le concept, on reçoit par exemple des lettres de la part de personnes qui sont à l'extérieur. Et ces lettres sont à destination des détenus. Et on va donc leur lire ces lettres en passant donc les musiques qui ont été choisies par les personnes, membres de la famille, amis, pour les femmes qui sont détenues en prison, donc au centre pénitentiaire pour femmes. Et c'est souvent des messages qui sont touchants, mais qui sont essentiels pour les personnes qui sont en prison, parce que c'est leur petit lien de rattachement avec l'extérieur. Donc c'est vraiment un moment important et ils sont très heureux et très reconnaissants qu'on puisse faire ça pour eux. Et ensuite, on a un 3e pôle d'action qui est plutôt axé sur la prévention. En fait, ça va consister à faire ça, genre juste vous parler de l'association, de nos projets, de notre action concrète. Ça fait partie de la sensibilisation du public, ce qu'on appelle comme ça. Et en fait, ça peut être aussi des interventions dans des écoles, dans la rue, interpeller les gens, leur poser des questions sur leur ressenti de la prison, ce qu'ils imaginent, parce qu'on a souvent beaucoup de préjugés, donc ça permet de se rendre compte de ça et de casser un peu le mythe autour de la prison.
Donc voilà, c'était nos 3 pôles d'action majeurs. Donc en fait, le Genepi, ça fonctionne en réseau, parce qu'il y a eu une association au niveau national, et donc nous, on agit évidemment seulement au niveau de Rennes. On est une 50aine d'étudiants. Tous les bénévoles sont des étudiants, et qui viennent de tous les domaines. Bon, il y en a majoritairement en droit et en psychologie, mais on a aussi des matheux, des informaticiens, et enfin, vraiment, vous pourriez tous être concernés. On intervient dans 2 prisons, la prison pour femmes de Rennes et la prison pour hommes de Véziers. Et on est évidemment sensibilisés et formés à des questions de sécurité pour évidemment pas se retrouver en danger dans une prison comme on pourrait le penser de prime abord. Je trouve qu'il y a une grande cohésion nationale. Oui, voilà, parce qu'en fait, à l'échelle nationale, en fait, il y a plusieurs événements qui sont organisés. Donc, par exemple, il y a eu les journées prison-justice qui ont été organisées, c'était en décembre, le 9 décembre. Et donc là, il y avait des intervenants. Parfois, il y a le ministre le ou la ministre de la Justice, suivant voilà, les gouvernements. Et après, il y a aussi, par exemple, le directeur de l'Organisation internationale des prisons qui peut venir. Voilà, c'est des grandes conférences qui sont menées avec des ateliers de réflexion. Et il y a des étudiants qui viennent de toute la France pour pouvoir participer à ces ateliers et réfléchir ensemble. Et en général, c'est vraiment très intéressant, très interactif et c'est constructif. Donc, c'est de belles expériences qu'on retient de ces événements organisés par l'association. Et on a les week-ends aussi, les week-ends de formation, dans lesquels, en général, on a, par exemple, des groupes de réflexion sur... Peut-être, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc, on a réfléchi la dernière fois sur voilà, les lois antiterroristes, quelles sont les conséquences concrètement sur les citoyens. Donc voilà, c'est en général des débats qui sont d'actualité, qui reviennent à la surface. Donc voilà. Et peut-être qu'on peut parler aussi de ce que ça nous a apporté personnellement pour vous donner un aperçu personnel. Vas-y. Déjà, je trouve que c'est bien parce que c'est une association qui n'est pas exclusivement militante, qui n'a pas forcément de positionnement ni politique ni vis-à-vis de la prison. On pourrait penser que c'est des étudiants un peu gauchos, tous contre la prison parce que c'est mal, alors que ce n'est pas du tout le cas, il y a vraiment une divergence d'opinion. Qui se retrouve d'ailleurs dans le Passe-Muraille, qui est le magazine en fait, de l'association, dans lequel chacun, qui soit bénévole, personne détenue ou expert sur un sujet donné, peut écrire et contribuer, donner son avis, dessiner, interviewer des gens. Donc on peut peut-être vous le faire passer si ça vous intéresse. Et je crois qu'il y a les coordonnées pour écrire dedans. Enfin, vraiment, c'est assez libre. Je trouve que l'association a le mérite au moins de faire réfléchir sur un sujet qui, par définition, est en marge de la société, qui est la prison. Personnellement, c'est un domaine qui m'était complètement inconnu avant d'entrer dans cette association. Et je pense qu'il y a des conditions de vie quotidiennes que j'imaginais pas. Et ça permet de rencontrer des autres personnes qui sont dans la même situation et qui découvrent totalement un univers qui est caché de la société, en fait. Donc pour moi, c'était vraiment une grande découverte et c'est très intéressant de mélanger à la fois les points de vue des bénévoles et des personnes détenues dans les prisons. Donc voilà, je trouve que le principal apport pour moi, ça a été vraiment une grande ouverture et une réflexion soudaine. Oui, c'est vrai que pour moi aussi, ça m'a permis de découvrir ce monde qui est un petit peu souvent cloisonné et dont on ne sait au final pas grand-chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais désinformée par rapport à la prison et par rapport à ce qui s'y passait. Donc, je me suis retrouvée à discuter avec des personnes qui m'ont apporté énormément de choses. Et du coup, c'était vraiment très important de se rendre compte qu'en prison, c'est pas un seul type de personne qui s'y retrouve et que c'est un lieu où doit régner aussi la dignité humaine et les droits de l'homme doivent aussi y être respectés. Donc, dans une perspective de développement durable, c'est le respect du bien-être et la prise en compte de la personne humaine. Donc ça, c'est aussi un principe fondamental. Et voilà, après, moi, ça m'a aussi permis de pouvoir en discuter avec d'autres personnes
qui, d'une part, il y en avait des personnes qui connaissaient vraiment comment ça se passait, qui avaient déjà intervenu plusieurs fois, donc eux, ils m'apportaient beaucoup, mais il y avait aussi des personnes qui ne connaissaient pas forcément ce monde. Donc voilà, c'était différents points de vue qui foisonnaient, et c'était très, très intéressant. Et puis après, voilà, j'ai visité aussi le centre pénitentiaire pour femmes en fin novembre, et j'ai rencontré donc la députée de la 6e circonscription de Rennes, et Madame Méignery, elle s'appelle. Et voilà, on a pu discuter avec elle justement de la condition des femmes dans cette prison-là, qui est la plus vieille de France. Et bon, alors après, c'est une prison qui, dans laquelle les conditions sont quand même particulièrement, on va dire, dignes par rapport à d'autres prisons en France. Et on a donc pu discuter avec cette députée qui, quand même, prenait en compte l'importance de prendre en considération ces questions contemporaines et la question justement qui revient dans l'actualité avec voilà, les grèves des surveillants pénitentiaires, parce que c'est des questions qui se posent encore beaucoup aujourd'hui pour la condition en prison. Et donc voilà, par rapport à l'importance des droits de l'homme, de la réflexion là-dessus, ça m'a beaucoup apporté. Donc je suis reconnaissante envers cette association et envers les personnes qui sont présentes, qui y sont présentes. Donc voilà. Donc du coup là c'est Augustin. Augustin c'est un élève au sein du département de Sète qui est en 5e année et qui a décidé de prendre une année de césure pour faire un service civique. Donc il va vous faire part de son expérience. C'est quand tu veux. Ok, du coup, bonjour à tous. Tout d'abord, avant d'intervenir, je voudrais peut-être vous demander donc, quel est le lien entre un parcours, somme toute classique à l'ENS en 2 SEP et le développement durable. Et tout simplement, il n'y en a aucun. C'est juste que, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui dépasse en fait le domaine de mes études. Et à mon avis, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est un problème essentiel aujourd'hui. Ah, c'est mieux, on va dire l'amphi. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, qui a envie de m'informer sur le monde qui nous entoure. Et j'ai toujours été assez sceptique et assez critique par rapport à un phénomène dans notre société qui consiste à parcelliser un peu les connaissances et les faits, et qui en fait fait qu'on ne fait pas tellement de lien entre les différents domaines. Par exemple, un spécialiste en mathématiques ou un spécialiste en stats va se spécialiser dans son domaine, jusqu'à un très haut niveau de compétences, mais ne va pas forcément s'interroger, se questionner, avoir la même curiosité que ce qui applique en fait dans son métier. Donc moi, ça c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Et en fait, après l'agrégation, j'ai pris une année de CCP, de projet de convenance personnelle, pour faire différents projets, notamment donc un service civique d'une association marseillaise qui porte sur l'agroécologie et l'éco-construction. Et en fait, cette expérience d'association m'a permis en fait, d'acquérir des compétences et des connaissances dans ces domaines alternatifs et véritablement durables sur les questions de l'alimentation et du logement. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais pu vous détailler un peu cette expérience du service civique qui a été très riche. Et finalement, je me suis dit que ça avait peut-être pas un grand intérêt parce qu'en fait, je me suis dit que si j'allais vous parler d'éco-construction, de permaculture, finalement, ça intéresserait que les gens qui s'y intéressent déjà. Et je me suis dit que ce serait peut-être un peu dommage. Et en fait, moi, la seule leçon que je peux peut-être vous transmettre de cette année de césure, c'est vraiment d'être curieux, de ne pas rester enfermé en fait dans ce qu'on sait faire et dans un domaine de compétences, vraiment avoir une curiosité pour aller voir ailleurs, en fait, aller s'intéresser à d'autres domaines, se poser des questions dans d'autres champs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, en ce qui concerne mon service civique, et plus précisément l'éco-construction et la permaculture, qui sont, donc je tiens à le rappeler, des vraies solutions d'avenir, des utopies bobo écolo, comme beaucoup doivent le penser. S'il y en a qui s'intéressent, en tout cas, je serais très heureux d'en discuter avec vous. Donc, tout d'abord, par rapport aux journées du développement durable, moi, la question du développement durable, elle m'énerve un petit peu. Parce que pour moi, le développement durable, c'est une notion qui est pas très claire.
qui est souvent fortement connoté justement écologiquement, plutôt à gauche, intermondialiste, etc. Et à mon avis, ça amène une vraie perte de sens et les gens finalement ne comprennent plus vraiment et n'y accordent trop d'importance. Et pour moi, il faut vraiment prendre le recul par rapport à tout ce qui est politique et écologique. Et pour moi, il y a deux fondamentaux en fait, dans le développement durable. C'est l'intérêt général. En gros, en fait, les humains, donc y compris ceux qui habitent dans le tiers-monde, dans des pays plus, etc. Et c'est avoir une logique de long terme et penser aux générations futures. Pour moi, c'est ça les deux piliers. Et en fait, pour moi, c'est une évidence. Et en fait, et je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, on se rend compte qu'en fait, on en est très loin. Justement, on est dans une période où on commence à prendre conscience qu'on est face à une passe, mais on a quand même du mal à en sortir. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent tant que ça. Et donc, en ce qui me concerne, c'est pas une passion, c'est pas sans intérêt, c'est juste qu'en fait, c'est une préoccupation qui est très forte pour moi. Et au fond de moi, en fait, je me dis que je ne peux pas rester positif, on est les yeux face à ça. Et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est un problème qui est complexe. Et à mon avis, il regroupe à la fois une responsabilité individuelle et une responsabilité politique. Donc en fait, ce que je vous propose, plus ce rapide exposé, en fait, c'est de poser un peu la question qui est la suivante, c'est pourquoi est-ce que personne ne s'intéresse personne ne s'intéresse au développement durable? Pardon. Pourquoi en fait tout le monde s'en fout? Et donc du coup, j'ai quelques pistes de réflexion que je voulais partager avec vous. Donc déjà, j'ai trouvé un sondage donc, au Skip de 2015 qui dit que la plupart des Français sont inquiets, mais qu'en fait, ils s'y intéressent pas vraiment à tout le monde. Qui se pensent inquiets. Mais du coup, en fait, c'est en fait, on voit effectivement que dans l'actualité, par exemple, on entend souvent parler du chômage, migration, etc. Il reste des questions importantes pour la majorité des gens. Et la question du développement durable, qui fait quand même appel à qui renvoie quand même à une crise de modèle, à une crise de durabilité, à quelque chose de fondamental, mais ça passe au second plan. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens s'en fichaient? Donc, rapidement, je vais parler de deux choses différentes. Tout d'abord, je considère que c'est un problème qui regroupe l'individu, la société et le problème de la durabilité. En fait, je vais vous parler d'abord du lien entre l'individu et le problème de la durabilité, donc notamment la crise d'emploi. Et ensuite, je vais vous parler du lien que l'individu entretient avec la société et le mode. Donc tout d'abord, en ce qui concerne le lien entre l'individu et problème écologiques et sociaux qu'on rencontre. Donc en fait, à mon avis, c'est un phénomène qui est sociogène, qui se fait. Donc comme en fait le sondage qui disait que les Français étaient inquiets. Donc en fait, on est face à un phénomène qui est en fait inédit. Donc ça, c'est Bruno Latour, parmi le membre de son dernier livre. C'est quelque chose qui dépasse en fait l'échelle de la nation, c'est une échelle inédite en fait. Et du coup, ça fait qu'on se sent un peu dépassé. Cette catastrophe est annoncée comme inévitable. Donc rien que parler du réchauffement climatique. Pardon, si on se réfère aux travaux par exemple du GIEC, on voit que le réchauffement semble comment dire, le réchauffement aura lieu. En fait, on ne peut pas, c'est irréversible, on ne peut pas rien faire. Et par-dessus le marché, on voit que dans les deux cas, on a un harcèlement incessant de tout un tas de problèmes qui interviennent chaque semaine. On parle du réchauffement climatique, de l'exposition aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, de la fonte des glaces, de la pollution de l'eau, etc. Donc vraiment, mon avis, dans un climat anxiogène par rapport à tout ça. Chaque semaine, donc il y a ce lot de mauvaises nouvelles. Et donc ça, c'est le premier élément. Je pense qu'il y a une sorte de banalisation en fait, du problème. Et en fait, les gens finissent par l'accepter. En fait, ça devient normal, ça perd son caractère exceptionnel, ce qui fait qu'en fait, on s'habitue à vivre à tout cet et ce problème permanent. Donc ensuite, le deuxième phénomène, à mon avis, qui fait qu'on a du mal peut-être à se sentir concerné, c'est le caractère lointain et insaisissable. Donc en fait, ça ne parvient pas à concerner les gens tant que le problème ne les touche pas directement. En fait, c'est, si on peut dire, le truc à distance, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui est lointain de nous n'arrive pas en fait à nous toucher. Tout le monde a conscience, on n'arrive pas à le saisir, à en prendre conscience, et
ça fait en fait que finalement, bah, on y pense, puis on l'oublie. Et enfin, un dernier éclairage en fait qu'on peut donner par rapport à ça, c'est tout ce qui concerne l'anxiété. Donc, ceux qui sont en 2SEP connaissent sans doute les stratégies coping, qui sont des stratégies que l'on met en place pour gérer l'anxiété dans une situation. Et du coup, à mon avis, il y a une de ces stratégies plus écologiques. Donc, en fait, pour gérer en fait quelque chose qui fait peur, on va par exemple le tourner en dérision, ou simplement vivre comme si ça n'existait pas, ne pas y penser, etc. Et notamment on voit un discours assez prégnant sur le fait de ne pas se prendre la tête, etc. Quand on parle de tout ça, donc à mon avis, il y a vraiment des stratégies qu'en fait les humains mettent en place, et c'est normal, c'est dans la psychologie humaine, pour ne pas affronter en fait cette situation qui leur fait peur. Voilà. Et donc dans un deuxième temps, maintenant je vais vous parler du lien entre les individus et la société dans laquelle on s'insère, qui est à mon avis fond et intéressant. Donc déjà, je tenais à rappeler qu'on est dans une période historique qui est singulière, où en fait l'économie régit la société. Donc ça a été des fois le clergé, et là maintenant on est vraiment dans une période où l'économie qui a vraiment tous les pouvoirs et qui finalement est placée au premier plan en fait des préoccupations. Et ce qui est assez symptomatique, c'est que toutes les pensées en termes économiques. Par exemple, je lisais un article récemment sur l'impact environnemental de l'industrie du lait, des produits laitiers. En fait, tout était chiffré en euros, tout était chiffré en termes économiques. On ne disait pas ça pollue tant de mètres cubes d'eau, ça provoque tant de maladies, etc. C'était juste ça coûte tant à la société, d'un point de vue de la santé, ça coûte tant d'un point de vue de la distribution. Donc tout est pensé en termes économiques. Et en fait, le problème qu'il y a avec cette économisation, si on peut dire, de la société, c'est qu'on oublie en fait la notion d'externalité. Donc une externalité, c'est en fait ce qu'on ne paye pas, on ne paye pas pour le produit, mais qui est quand même généré par la consommation du produit ou d'un service. Donc en fait, ces externalités, c'est tout ce qui est masqué par notre système économique. Et en fait, le système a sa propre logique économique, avec l'offre et la demande dans le système capitaliste, mais ça ne reflète pas exactement avec justesse finalement la durabilité des choses. Donc, je vais prendre un exemple. Comparez un sandwich, un Big Mac McDonald's, et vous comparez un sandwich fait avec des ingrédients végétariens, quel sandwich sera le moins cher? Il y a de chances que ce soit le McDo qui soit moins cher, alors que tu prends un autre cursus qui est par exemple un autre cursus pardon, qui est par exemple la durabilité, et ben il n'y a pas photo entre le McDo et le sandwich bio. Enfin, forcément, le sandwich bio est beaucoup plus soutenable. Donc on voit qu'il y a quand même un problème parce qu'il n'y a pas de corrélation entre la durabilité du système et le prix des choses. Donc pour moi, c'est une vraie limite car il faut avoir en tête du modèle économique dans lequel on est. Ensuite, il y a un autre élément, c'est la question de remettre en cause ce mode de vie. Parce qu'en fait, ça vient interroger les habitudes de chacun et le confort qu'on a tous. Et surtout, c'est quelque chose qui est très acceptable. Si on appuie sur la sociologie traditionnelle produitienne, donc il y a encore une fois ce titre, mais il y a quand même des pistes explicatives intéressantes, il y a le concept d'habitus. Le concept d'habitus, pareil, je pense que vous allez pouvoir le connaître, c'est des chaînes de pensée et d'action que l'individu a intériorisées. Et du coup, en fait, ça construit, en fait, il se construit ça tout au long de sa vie. Et ça va ensuite lui permettre en fait, d'agir socialement et de penser. Et du coup, bouleverser ces chaînes, remettre en question tout ce que l'individu a construit, très compliqué. Et ça demande en fait une très grande remise en question de l'individu. Et on peut en fait bouleverser ce qu'on appelle également le concept de soi. Ça touche le concept de soi, c'est l'image en fait qu'on se construit pour soi-même et pas pour autrui. Donc en fait, le fait de toucher en fait à ses habitudes et à son mode de vie, ça peut être très violent d'un point de vue psychologique. Ça peut faire que les gens soient lâches. Généralement, quand on leur fait des critiques par rapport à leur mode de vie. Et par rapport à ça, je pense que les gens les plus intégristes sur la cause écologique, par exemple, ont peur contradiction. Donc je pense qu'en fait, il faut sortir un petit peu de cette énonciation, de cette critique et de cette il faut en fait qu'on ait tous des contradictions. Et, et voilà. Et enfin, du coup, dernière chose qui met là-dessus, il y a aussi un problème, c'est le problème de l'accessibilité.
société alternative. Par contre, dire aux gens qu'il faut être responsable, il faut s'assumer, il faut même etc. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Simplement, il faut être honnête et il faut reconnaître que les alternatives sont toujours possibles. Par exemple, si vous voulez manger une chose plus chère, si vous voulez faire du vélo, bien, mais il faut être centre-ville, plus cher, etc. Donc, comme on dit, avoir une posture justement moralisatrice, c'est pas une bonne chose. Ça amène effectivement. Même si on leur parle de responsabilité quand il s'agit, il y a même des gens, moi je connais des gens qui sont très modestes, qui ont vraiment fait un sport de vie et qui vraiment ont modifié leur attitude, il faut quand même admettre que les gens n'ont pas toujours le choix. Donc c'est pour ça que je suis très vigilant par rapport aux discours qui consistent à critiquer en fait, les attitudes des uns et des autres, critiquer ceux qui prennent leur voiture, critiquer ceux qui mangent de la viande, critiquer ceux qui concilient, etc. Et voilà, j'ai mes valeurs, j'ai mes convictions. Il faut rester un peu tolérant et faire ce qui nous semble juste. Et enfin, un dernier problème par rapport à la société, c'est le problème d'interdépendance. Et qu'en fait, quand on touche à un secteur d'activité, on risque de mettre des gens au chômage, sur l'économie, etc. Et en fait, ça induit une inertie au changement. Donc ça, c'est vraiment un problème qui fait que on a vraiment du mal à appréhender la question du développement durable et à vraiment lui apporter la place qui, à mon avis, lui est due, parce qu'en fait, c'est un peu des... Et donc, en conclusion, je veux juste vous dire qu'il y a une solution, que face à ces constats un peu pessimistes, des solutions qui existent. Tout d'abord, je pense que d'un point de vue individuel, c'est important de prendre là, plutôt d'avoir une posture moralisatrice. Et je pense que systématiquement, avoir un regard en du sur ce qui se passe autour de nous, s'informer et bien comprendre et assumer les conséquences de nos choix. Donc ça veut dire que si vous avez mangé un steak, disons que vous pouvez le faire, enfin, en tout cas, il ne faut pas juger les gens qui le font. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est passionnable et qu'on ne peut pas faire ça tous éternellement. Donc, je pense qu'à partir du moment où on rentre dans le jugement, ça devient idéologie, ça devient de l'idéologie, et moi, je trouve ça plutôt ça que du. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut sortir de position par responsable des choses de l'autre côté et des phénomènes de société de l'autre. Donc, je pense que les deux sont complémentaires. Vu parce que finalement, c'est la somme des individus. Donc, en fait, si tous les individus changent, la société change. Mais les individus ne peuvent changer non plus tout seuls s'il n'y a pas un changement social qui les accompagne. C'est vraiment, je pense qu'il faut les envisager de manière complémentaire. Donc, le seul conseil, si je peux pas vous donner, c'est juste, voilà, être lucide sur vos choix, assumer autant prendre du recul que vous faites, et surtout faire autant que possible ce qui vous semble juste, ce qui a du sens pour vous, et pas tout laisser tomber l'action politique, que ce soit par la politique, mais également par l'associatif, le mouvement citoyen, etc. Je pense que c'est important de s'inscrire dans cette dynamique-là. Donc, justement, c'est ce que j'aimerais faire, apprendre à rencontrer des gens, s'aider dans des dynamiques et après, peut-être des choses qui sont utiles et qui les transmettre par à d'autres personnes. Je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis merci. Si vous avez des questions. Merci Augustin. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Est-ce que tu m'entends, Augustin? Parle très très fort. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Ok. Merci pour ton intervention. Moi, j'avais une question. Comme tu as l'agrégation, je voulais savoir comment tu envisageais le rôle des profs et de l'éducation nationale par rapport à cette question. Et toi, en tant que diplômé de l'éducation nationale, comment tu envisages cette question de la prise en compte du développement durable dans les actions individuelles? Alors, si j'ai bien compris la question, je l'entends pas hyper bien, mais du coup, si j'ai bien compris, c'est comment envisager le rôle. Non, là, je dis rien.
La question, c'était comment envisager le rôle de l'éducation dans cette problématique avec ton regard de... Ok, alors selon moi, l'école a un rôle franchement primordial parce que c'est quand même ce qui accompagne les élèves. On entend très très bien. Oui, on entend bien. Donc je disais, ouais, pour moi, donc l'école, c'est quelque chose qui est... Nous, on t'entend très bien, on t'entend bien. J'ai l'impression qu'il y a du bruit dès que je commence à parler, en fait, c'est bizarre. Bah, nous, on l'a pas. On t'entend bien. Je vais essayer. Du coup, moi, je pense que tous les profs, en fait, ont un rôle à jouer, notamment en EPS. Donc, c'est vrai qu'en EPS, c'est pas la matière qui est la plus... à laquelle on pense en premier par rapport à ces questions-là. Et pourtant, moi, j'envisage en fait le rôle du prof plutôt comme quelque chose de transversal. Et pour moi, en fait, l'EPS, comme le français, les maths, tout ce que vous voulez, c'est un peu un prétexte pour l'éducation en fait, des élèves. Mais en fait, il y a vraiment une histoire de valeur à transmettre derrière. Et moi, en fait, le sport, je l'envisage en tout cas plus comme ça. En tout cas, en EPS, j'envisage pas. En tout cas, je pense qu'un apprentissage de l'écologie, de la protection de l'environnement, toutes ces questions-là, je pense qu'on peut vraiment les intégrer à l'école. Et notamment, je pense que la richesse des travaux des travaux pluridisciplinaires, par exemple les EPI qui ont été mis en place par la récente réforme du collège, moi je trouve que c'est une bonne chose, ou encore les TPE qui existent aussi. Je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire qui permettent en fait aux profs de sortir de leur discipline et de travailler là-dessus. Et moi, je pense que c'est l'éducation nationale d'ailleurs qu'on prend en compte. Ça fait partie de ses priorités éducatives, même s'il y a un manque un peu de cohérence, à mon avis, au sein de l'éducation nationale, notamment par exemple avec la frénésie qu'il y a autour de l'école du numérique, qui est difficilement compatible avec les logiques de développement durable. Mais quand même, il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus au niveau de l'école, des établissements de développement durable, etc. Donc moi, je pense que c'est un métier sur lequel on peut avoir vraiment un impact très fort. Ok. Au niveau de la transmission de valeur. Très bien. Ok. C'est tout pour les questions, du coup? Ok. Ben, merci beaucoup, Augustin, du temps que tu as pris pour nous faire part de ton point de vue. Oui, bravo. Ok, donc à travers toutes ces diverses expériences, on a pu voir qu'il y a plusieurs manières de s'investir dans le développement durable et qu'il n'y en a pas une de meilleure par rapport aux autres puisqu'elles permettent toutes finalement de rendre son environnement, qu'il soit social, environnemental, meilleur. J'espère que ça vous a plu, que ça a éveillé un peu votre curiosité. Et voilà, si j'ai une dernière chose à dire, c'est engagez-vous pour ce que vous aimez. Et merci pour votre attention.